J'ai été accepté à l'université et je comptais utiliser les fonds que mon grand-père m'avait laissés. Au lieu de cela, mes parents m'ont dit que l'argent avait été dépensé pour 2 mariages auxquels je n'étais même pas invité. Aucune excuse, juste un on espère que tu comprends. Je m'appelle Antoine, j'ai 18 ans, et j'ai 2 sœurs aînées, Victoire, 26 ans, et Amélie, 24 ans. Elles sont toutes les deux ce qu'on appellerait des femmes très exigeantes, avec un grand E. Pensez sac de luxe, brunch coûteux dans le Marais, aspirantes influenceuses Instagram qui travaillent à temps partiel dans des boutiques tout en vivant au crochet de quiconque est prêt à financer leur train de vie. Mes parents, Michel et Sylvie, sont ceux que j'appellerais des aspirants à la bourgeoisie. Papa est directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical et gagne environ 90 000 € par an. Maman travaille à temps partiel dans une agence immobilière, peut-être 30 000 € de plus. Ils vivent dans une de ces banlieues pavillonnaires de la grande couronne parisienne où tout le monde fait semblant d'avoir plus d'argent qu'il n'en a réellement. Vous connaissez le genre. Des voitures allemandes en location avec option d'achat dans chaque allée, des maisons avec un crédit immobilier jusqu'au cou, des cartes de crédit au maximum pour maintenir les apparences. En grandissant, la dynamique familiale était assez simple. Mes sœurs étaient les princesses qui obtenaient tout, et j'étais le responsable qui devait se débrouiller seul. Pas parce que j'étais un garçon ou quelque chose de profond comme ça, juste parce que je ne réclamais pas l'attention comme elle le faisait. Victoire était la reine du drame. Chaque événement de la vie devenait une production nécessitant la participation et le soutien financier de toute la famille. Pour son bac, papa et maman ont organisé une fête qui a coûté plus cher que les mariages de la plupart des gens. Sa remise de diplôme de licence, même chose en plus grand. Quand elle a obtenu sa carte d'agent immobilier après 3 essais, ils ont célébré comme si elle avait réussi le concours de l'ENA. Amélie était pire à certains égards parce qu'elle était sournoise dans sa manipulation. Elle pleurait exactement au bon moment, jouait la victime quand les choses n'allaient pas dans son sens, et avait ce talent pour vous faire sentir coupable si vous ne lui donniez pas ce qu'elle voulait. Là où Victoire exigeait les choses bruyamment, Amélie les extrayait par la guerre psychologique. Moi, j'ai appris tôt que la meilleure stratégie était de passer inaperçu. J'ai bien réussi à l'école sans en faire tout un plat. J'ai travaillé à temps partiel à partir de 15 ans, faisant du babysitting, puis débarrassant des tables dans un bistrot du coin, pour finalement décrocher un boulot dans un magasin de pièces détachées où j'ai appris des compétences vraiment utiles. J'ai économisé chaque euro possible parce que j'avais vu mes sœurs dépenser l'argent comme s'il en pleuvait. À 17 ans, j'avais environ 10 000 € d'économies sur 3 ans de travail. Pas mal pour un lycéen. Je prévoyais de les utiliser pour mes études supérieures, ou peut-être pour une formation professionnelle si je décidais de suivre cette voie. Mes notes étaient solides, pas de quoi être major de promo, mais assez bonnes pour les universités publiques avec un potentiel de bourse. Le truc, c'est que j'avais toujours été au courant de ce capital mis de côté pour moi. Mon grand-père, le père de mon père, l'avait mis en place à ma naissance. Il avait été ingénieur en mécanique, avait travaillé pour Airbus à Toulouse pendant 30 ans, et avait pris sa retraite avec une pension solide et de bons investissements. Quand il est décédé alors que j'avais 7 ans, il a laissé des contrats d'assurance vie pour ses 3 petits-enfants, des montants égaux gérés par mes parents jusqu'à nos 18 ans. Personne ne m'avait jamais dit le montant exact, mais j'avais surpris des conversations au fil des ans suggérant que c'était assez substantiel pour financer un bon master dans une grande école, peut-être avec un reste. J'ai fait le calcul dans ma tête. Si cela avait été mis en place à la fin des années 90 et avait fructifié pendant 18 ans, même un investissement initial modeste vaudrait quelque chose de significatif aujourd'hui. Mon plan était simple. Terminer le lycée, travailler 1 an pour constituer une épargne supplémentaire, puis utiliser l'argent pour un diplôme d'ingénieur en mécanique dans une bonne université publique. Suivre les traces de grand-père, peut-être apprendre un métier d'abord, comme plombier ou électricien, pour avoir des compétences pratiques et une source de revenus de secours pendant mes études. J'avais des tableaux Excel sur mon ordinateur portable, détaillant les coûts, les bourses potentielles, les options d'alternance. J'avais recherché quels programmes avaient les meilleurs taux d'insertion professionnelle, quelles écoles offraient des stages rémunérés. Ce n'était pas un rêve vague. C'était un plan détaillé fondé sur l'hypothèse que l'argent de grand-père couvrirait les frais de scolarité et de subsistance. La seule variable que je ne pouvais pas contrôler était le montant exact du capital. Mais chaque fois que je posais la question, maman et papa me donnaient ces vagues assurances qu'il y avait plein d'argent pour l'université et rien à craindre. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû exiger des chiffres exacts, mais je leur faisais confiance. Stupide, non.
Mon 18e anniversaire tombait un samedi de juin, environ 2 semaines après les épreuves du bac. Pas de grande fête prévue. Ce n'était pas vraiment mon style. Et honnêtement, après avoir vu les célébrations élaborées de mes sœurs au fil des ans, je préférais quelque chose de discret. Je me suis dit qu'on dînerait à la maison, peut-être qu'on sortirait pour le dessert, et qu'ensuite j'aurais enfin les détails du contrat d'assurance vie pour pouvoir commencer à faire des plans universitaires concrets. Au lieu de cela, j'ai eu la conversation qui a tout changé. Nous étions assis dans la salle à manger après le dîner. Maman avait fait mes lasagnes préférées avec du pain à l'ail, ce qui aurait dû être mon premier signe d'avertissement. Elle ne cuisinait des repas élaborés que lorsqu'elle essayait d'atténuer une mauvaise nouvelle, mais j'étais trop concentré sur la conversation à venir pour remarquer le schéma. Alors, j'ai dit, en sortant mon ordinateur portable, j'ai fait des recherches sur les formations universitaires. Je voulais passer en revue quelques options avec vous et établir le budget en fonction du montant disponible. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes mais a semblé durer 3 ans. Papa s'est raclé la gorge. Maman est soudainement devenue très intéressée par son verre d'eau. C'est là que mon estomac s'est noué. À ce propos, a dit papa lentement. Nous devons parler de tes attentes concernant l'argent de grand-père. Attentes, pas plan. Attentes. D'accord, ai-je répondu prudemment. Qu'en est-il? Maman est intervenue avec cette voix faussement enjouée qui me donnait la chair de poule. Eh bien, chérie, tu sais, tes sœurs se sont toutes deux mariées ces dernières années. De beaux mariages. Celui de Victoire était dans un magnifique château en Normandie et celui d'Amélie dans un domaine viticole près de Bordeaux. C'étaient des étapes familiales vraiment importantes. Je les fixais. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon argent? Papa a pris le relais. Ces mariages étaient chers. Très chers. Et en tant que parents, nous voulions donner à tes sœurs le meilleur départ possible pour leur mariage. La famille, c'est se soutenir mutuellement lors des événements importants de la vie. Mes mains sont devenues froides. À quel point cher? Le mariage de Victoire a coûté environ 75 000 €, a dit maman comme si elle discutait des courses de la semaine. Celui d'Amélie était d'environ 70 000 €. De plus, nous les avons aidées toutes les deux pour les apports de leurs appartements. C'était 35 000 € de plus combinés. J'ai fait le calcul instantanément. 180 000 € en mariage et appartement pour mes sœurs. Et vous avez payé pour ça? Comment? Ai-je demandé même si je connaissais déjà la réponse. Nous avons dû prendre des décisions financières difficiles, a dit papa de sa voix professionnelle. Les contrats d'assurance vie étaient des ressources disponibles et nous avons déterminé que la meilleure utilisation de ces ressources était de soutenir tes sœurs pendant les transitions critiques de leur vie. Vous avez dépensé mon argent pour leur mariage, pas seulement le leur, a ajouté maman rapidement. Comme si ça arrangeait les choses. Nous avons utilisé des portions des 3 contrats. C'était juste. Tout le monde a contribué à ces événements familiaux importants. Juste. Ils nous avaient volé tous les 3, mais d'une manière ou d'une autre, cela rendait la chose juste. Combien reste-t-il? Ma voix sonnait bizarrement à mes propres oreilles. Plate, distante. Papa a sorti un dossier. Il avait réellement préparé de la paperasse pour cette conversation. Il m'a tendu un relevé montrant le solde actuel du capital, 7 850 €. Sur ce qui aurait dû être environ 150 000 € d'après ce que j'avais entendu au fil des ans, il est resté moins de 8 000 €. Ils avaient brûlé 95% de mon héritage pour financer les mariages dignes d'Instagram et les premiers appartements de mes sœurs. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, a dit maman doucement. Mais la famille signifie faire des sacrifices les uns pour les autres. Tes sœurs avaient besoin d'aide à des moments importants de leur vie. Quand tu te marieras un jour, je suis sûr qu'elles te rendront l'appareil. Quand je me marierai, comme si c'était même vaguement la même chose que d'avoir besoin d'argent pour l'éducation. Cela déterminerait toute ma trajectoire professionnelle. Est-ce qu'elle savait? Ai-je demandé. Victoire et Amélie. Savaient-elles que vous dépensiez mon argent pour leur mariage? La pause m'a tout dit. Elle savait que c'était de l'argent familial, a dit papa prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Savait-elle spécifiquement que vous le preniez de l'argent que grand-père a mis de côté pour mes études? Le visage de maman a fait ce truc où elle essayait d'avoir l'air compatissante mais avait juste l'air coupable. Elles auraient pu être conscientes que nous réallouions certaines ressources. Elle savait.
Mes sœurs savaient qu'elles dépensaient mon avenir pour leurs fleurs de mariage et leurs forfaits photos et tout ce qui entre dans un mariage à 75 000 €, et elles s'en fichaient. J'ai fermé mon ordinateur portable très soigneusement, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance. C'est trop émotionnel. Planifier comme un problème d'ingénierie. Identifier le problème, rassembler des données, déterminer des solutions, exécuter avec précision. La première étape était l'information. J'avais besoin de savoir exactement ce qui avait été fait, quand, et si c'était légal. L'assurance vie avait été mise en place par mon grand-père avec des clauses spécifiques. Ces clauses devaient être documentées quelque part. J'ai passé cette nuit sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur le droit des contrats et des successions. Il s'avère que lorsque quelqu'un souscrit une assurance vie pour un mineur avec des objectifs spécifiques comme l'éducation, les administrateurs légaux, mes parents, ont des obligations. Cela s'appelle un devoir de bonne gestion. Ils ne peuvent pas simplement dépenser les actifs pour ce qu'ils veulent, même s'ils sont les gestionnaires. Plus important encore, si le contrat spécifiait que l'argent était pour mes études et qu'ils l'ont utilisé pour les mariages de mes sœurs, cela s'appelle un abus de confiance. Ce n'est pas seulement mal, c'est un délit civil, voire pénal. J'avais besoin de documentation. Les documents originaux du contrat, les relevés bancaires montrant quand l'argent a été retiré et où il est allé. Tout ce qui prouvait qu'ils avaient violé les clauses du contrat. Dimanche matin, pendant que mes parents étaient à la messe parce qu'apparemment, les gens qui volent l'argent des études de leurs propres enfants pensent toujours qu'ils sont de bons chrétiens, je suis allé dans le bureau de papa à la maison. Il gardait tout organisé dans des classeurs, des dossiers codés par couleur, un système alphabétique, la totale. Papa était méticuleux avec la paperasse, ce qui allait devenir sa plus grande erreur. J'ai trouvé les documents du contrat dans un dossier étiqueté Succession Michel Senior. C'était grand-père. Le contrat avait été établi en 1998 avec un versement initial de 40 000 € par petit enfant. Des fonds d'investissement à risque modéré gérés par un conseiller financier jusqu'à ce que chaque petit enfant atteigne 18 ans. Les termes étaient clairs comme de l'eau de roche. Capital à utiliser exclusivement pour les frais d'éducation post-baccalauréat, y compris, mais sans illimité, les frais de scolarité, les livres et les frais de subsistance raisonnables pendant l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Exclusivement pour l'éducation. Pas les mariages, pas les apports d'appartements, l'éducation. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Ensuite, j'ai trouvé les relevés bancaires du compte associé. Mes parents avaient été administrateurs avec un accès complet. À partir d'il y a 3 ans, il y avait des retraits massifs coïncidant exactement avec la planification du mariage de Victoire. Puis il y a 2 ans, d'autres retraits énormes pour le mariage d'Amélie. J'ai tout documenté, les dates, les montants, les schémas, construit une chronologie montrant exactement quand chaque retrait s'est produit et en le recoupant avec les dates de mariage de mes sœurs et les publications sur les réseaux sociaux concernant leurs achats d'appartements. Ensuite, j'ai regardé les contrats de mes sœurs. Même schéma. Ils avaient vidé les fonds de Victoire et d'Amélie aussi, puis leur avaient redonné l'argent comme cadeau de mariage et aide à l'apport. Du blanchiment d'argent classique via des comptes familiaux pour cacher ce qu'ils faisaient. Mais voici le truc. Mes sœurs étaient majeures quand leurs fonds ont été accédés. Elles auraient pu s'y opposer, porter plainte, arrêter les transferts. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont coopéré. Cela les rendait complices. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Des clauses claires indiquant que l'argent était pour l'éducation. Des preuves claires qu'il a été dépensé pour des mariages. Une documentation claire de quand et combien. Mes parents m'avaient remis un dossier complet parce qu'ils étaient si confiants que je ne les défierais jamais. Lundi matin, j'ai appelé 5 cabinets d'avocats spécialisés dans le contentieux civil et patrimonial. J'ai obtenu des consultations programmées pour cette semaine-là. J'ai utilisé une partie de mon argent économisé pour payer les réunions initiales. Le premier avocat que j'ai rencontré était un homme nommé Maître Leroy. La cinquantaine, costume élégant, bureau dans le 8e arrondissement avec des diplômes d'école que je ne pouvais pas me permettre. J'ai tout exposé, les documents du contrat, les retraits, la chronologie. Il a regardé les preuves pendant peut-être 10 minutes, puis s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit 4 mots magnifiques, c'est un dossier en béton. En béton ? Comment, ai-je demandé. Vos parents ont commis un abus de confiance en tant que gestionnaire. Le contrat stipule explicitement que les fonds sont pour l'éducation.
Ils l'ont utilisé pour des mariages. C'est un cas d'école. Vous pouvez les poursuivre pour le montant total qui aurait dû être sur votre contrat plus des dommages et intérêts. De combien parle-t-on? Il a sorti une calculatrice. Versement initial de 40 000 € en 1998. Investi de manière conservatrice sur 18 ans avec même un rendement annuel modeste de 6%. C'est environ 115 000 €. Ils vous ont laissé 7 850 €. Donc environ 107 000 € de préjudice, plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Je suis resté assis là à absorber ce chiffre. 107 000 €. C'est ce qu'ils avaient volé. Et mes sœurs? Ai-je demandé. Elles ont bénéficié directement de cela. Peuvent-elles être tenues responsables? Maître Leroy y a réfléchi. Potentiellement, si nous pouvons prouver qu'elles connaissaient la source des fonds et savaient que cela violait les clauses du contrat, elles pourraient être assignées pour recel d'abus de confiance. Cela devient compliqué, cependant. Je veux qu'elles soient incluses, ai-je dit. Elles savaient. Elles doivent avoir su. Cela rendra la chose très conflictuelle, a-t-il averti. Les procès familiaux le sont toujours, mais sans prendre aux frères et sœurs aussi. C'est la politique de la terre brûlée. Bien, ai-je répondu. C'est exactement ce que je veux. Nous avons passé une autre heure à revoir la stratégie. Maître Leroy a expliqué le processus. Déposer l'assignation, la faire signifier par huissier à mes parents et potentiellement à mes sœurs, phase de communication des pièces où nous les obligerions à produire tous les documents financiers, et éventuellement le procès s'il ne transige pas. La plupart de ces affaires se règlent à l'amiable, a-t-il dit. Une fois que l'autre partie voit les preuves et réalise qu'elle va perdre, elle veut généralement éviter le tribunal, surtout dans les affaires familiales où la réputation est en jeu. Et s'il ne transige pas, alors nous allons au procès et je suis confiant que nous gagnerons. Les preuves sont accablantes. La question est de savoir si vos parents veulent risquer un procès public ou tout cela devient un dossier judiciaire. Je l'ai engagé sur le champ, payé une provision de 4 000 € de mes économies, valant chaque centime. Maître Leroy a agi vite. En 2 semaines, il a rédigé l'assignation et l'a fait signifier à mes parents et mes sœurs. L'action en justice nommait mes parents comme défendeurs principaux pour abus de confiance et mes sœurs comme défenderesses secondaires pour recel. Mes sœurs ont été incluses parce qu'elles ont directement bénéficié de l'argent du contrat. Même si elles n'étaient pas gestionnaires, elles avaient reçu des fonds qu'elles savaient ne pas être légalement les leurs. Cela les rendait responsables de restituer ces avantages. Le moment où ils ont été signifiés a apparemment été spectaculaire, selon Maître Leroy, qu'il a entendu de seconde main par l'huissier de justice. Papa a ouvert la porte, a vu les papiers et a en fait crié « c'est une plaisanterie », assez fort pour que les voisins regardent par leurs fenêtres. Je n'étais pas à la maison quand ils ont été signifiés. J'avais stratégiquement choisi d'être au travail. Je me suis dit que c'était plus sûr que d'être présent quand ils réaliseraient que leur plus jeune enfant les poursuivait, eux et ses sœurs, pour plus de 100 000 € plus dommages et intérêts. Mon téléphone a commencé à exploser vers 15 heures. Appel manqué de maman, papa, Victoire, Amélie. Des SMS allant de la colère à la stupéfaction en passant par l'hostilité pure et simple. Papa, nous devons parler de ça immédiatement. Ce que tu fais détruit cette famille. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin d'avocat. Nous sommes tes parents. Victoire, tu es sérieux là? Tu me poursuis parce que papa et maman ont aidé pour mon mariage? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Amélie, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Ça va tout gâcher. J'espère que tu es content. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Maître Leroy avait été clair. Ne pas communiquer directement. Toute communication passe par les avocats maintenant. Tout ce que je disais pourrait être utilisé dans le procès. Au lieu de cela, j'ai transféré tous les messages à Maître Leroy. Il semblait satisfait. Bien. Ils paniquent. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont commis une faute grave. Les semaines suivantes ont été un cours magistral pour observer des gens réaliser qu'ils avaient commis une erreur catastrophique. Mes parents ont engagé un avocat, un type que papa connaissait par ses contacts professionnels. Pas un spécialiste du contentieux patrimonial, juste un avocat généraliste qui était complètement dépassé. Leur réponse initiale à l'assignation était essentiellement « Antoine est déraisonnable et vindicatif, c'est une affaire familiale qui devrait être résolue en privé,
les fonds ont été utilisés de manière appropriée pour le soutien familial. Maître Leroy a déchiqueté cela dans sa contre-réponse, citant la jurisprudence spécifique sur l'abus de confiance, et a souligné que le soutien familial n'était mentionné nulle part dans les clauses du contrat. La seule utilisation autorisée était l'éducation. Les mariages n'étaient pas de l'éducation. Les apports d'appartements n'étaient pas de l'éducation. Ce n'était pas ambigu. Ensuite est venue la phase de communication des pièces, où les deux parties doivent remettre les documents pertinents. Maître Leroy a tout demandé. Tous les relevés bancaires des comptes, les dossiers financiers montrant où l'argent est allé. Les communications entre mes parents et mes sœurs sur l'utilisation des fonds, tout. Mes parents ont essayé de contester les demandes, prétendant qu'elles étaient trop larges, trop invasives, violaient la vie privée. Le juge n'a pas été impressionné. Il leur a ordonné de tout produire sous 30 jours sous peine d'astreinte. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Il s'avère que mes sœurs avaient gardé des chaînes de SMS concernant l'argent. Victoire avait envoyé un SMS à maman 2 mois avant son mariage, j'ai parlé au traiteur. Il faut le paiement final la semaine prochaine. Tu peux prendre sur le contrat d'Antoine pour ça? Il n'a que 15 ans. Il ne le saura même pas. Amélie avait des messages similaires, l'apport pour l'appart est de 15 000 €. On peut utiliser une partie de l'argent d'Antoine? Je le rembourserai un jour. Promis, un jour. C'est ça. Ces messages étaient horodatés, datés et montraient une connaissance claire qu'elle dépensait mon argent. Pas seulement de l'argent familial, mon argent spécifiquement. Et elle s'en fichait parce que j'étais plus jeune, que je ne saurais pas, et que je ne me battrais probablement pas. Maître Leroy était ravi quand ceux-ci sont sortis lors de la communication des pièces. C'est parfait. Ça prouve la connaissance, ça prouve l'intention, ça prouve qu'ils savaient spécifiquement qu'ils épuisaient votre capital. Vos sœurs viennent de nous offrir le dossier sur un plateau. La procédure de mise en état s'est poursuivie. Mes parents ont été convoqués pour une comparution personnelle. Ils ont dû s'asseoir dans le bureau du juge avec Maître Leroy et répondre aux questions. Mentir serait un faux témoignage, donc ils devaient dire la vérité ou risquer des poursuites pénales. J'ai pu lire les comptes rendus après. Papa a passé 1 heure à essayer de justifier ses décisions, prétendant qu'il avait prévu de renflouer le contrat avant mes 18 ans, mais que des dépenses imprévues étaient survenues. Quand Maître Leroy a demandé quelles dépenses, papa n'a pas pu fournir de détails, juste de vagues références à la conjoncture et à des problèmes de trésorerie. L'audition de maman était pire. Elle a pleuré pendant la majeure partie. Elle n'arrêtait pas de dire que je détruisais la famille pour de l'argent et qu'elle pensait que je comprendrais quand je serais plus vieux. Maître Leroy l'a pressée de dire si elle comprenait que les clauses du contrat spécifiaient l'éducation uniquement. Elle a admis que oui. Ensuite, il a demandé pourquoi elle avait violé ces clauses. Elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'Antoine verrait d'inconvénient à aider ses sœurs. Elle ne pensait pas que ça me dérangerait. Elle a dépensé plus de 100 000 € de mon argent pour les études et ne pensait pas que ça me dérangerait. Les auditions de mes sœurs étaient de l'or. Victoire a essayé de jouer la victime, prétendant qu'elle ne savait pas vraiment d'où venait l'argent et pensait que c'était juste mes parents qui étaient généreux. Ensuite, Maître Leroy lui a montré les SMS où elle demandait spécifiquement d'utiliser mon argent. Elle a pâli et a cessé de parler sauf pour dire « je ne me souviens pas » à chaque question après cela. Amélie a pris le chemin inverse. Défiante et arrogante, elle a dit que l'argent était un bien familial et que tout le monde devrait contribuer aux événements importants comme les mariages. Quand Maître Leroy a souligné les termes légaux du contrat, elle a dit que ces termes étaient obsolètes et que grand-père aurait voulu que la famille se soutienne mutuellement. Maître Leroy a demandé si elle avait une preuve que grand-père voulait que son argent pour l'éducation soit utilisé pour des mariages. Elle n'en avait pas. Il a demandé si elle avait jamais envisagé de rembourser l'argent qu'elle savait provenir de mon contrat. Elle a dit qu'elle avait l'intention de le faire un jour. Un jour, encore ce mot. En décembre, l'avocat de mes parents poussait fort pour des pourparlers de règlement. Il ne pouvait pas gagner au procès. Les preuves étaient accablantes. Les clauses du contrat étaient claires, et les SMS de mes sœurs prouvaient un détournement en connaissance de cause. Aller au procès signifierait que tout cela deviendrait public, et certainement un jugement contre eux. Maître Leroy m'a exposé leurs options lors d'une réunion. Il propose de rembourser le montant total, 107 000 €, sur 5 ans, avec des intérêts légaux. Le paiement total serait d'environ 120 000 €. Ils hypothéqueraient la maison pour obtenir le paiement initial, puis des versements mensuels. Et mes sœurs, ai-je demandé.
Elles veulent être mises hors de cause. Vos parents prendraient l'entière responsabilité. Non, ai-je dit immédiatement. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles en ont profité directement. Elles restent dans le procès. Maître Leroy a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. L'alternative est que nous allions au procès, gagnions probablement, obtenions un jugement exécutoire, mais qui pourrait être difficile à percevoir selon leurs actifs. De plus, nous pouvons poursuivre vos sœurs pour leur part. Quel est le calendrier? Le procès serait au printemps, peut-être mars ou avril. Si nous gagnons, et nous gagnerons, vous obtiendrez un jugement pour le montant total, plus les frais de justice, plus d'éventuels dommages et intérêts pour le préjudice moral. Cela pourrait être 150 000 € ou plus au total. L'argent n'était plus vraiment le but. Cela avait cessé d'être une question d'argent au moment où j'ai vu ces SMS où mes sœurs riaient de dépenser mon argent. C'était une question de conséquence, de s'assurer qu'elles comprenaient qu'on ne peut pas simplement voler les gens et n'attendre aucune répercussion. Nous allons au procès, ai-je dit. Vous êtes sûr? Un règlement vous donnerait de l'argent garanti plus tôt. Je suis sûr. Je veux qu'elle soit dans une salle d'audience à expliquer à un juge pourquoi elle pensait que voler mon capital pour les études était acceptable. Maître Leroy a souri. Très bien alors. Allons à la guerre. Le procès a été programmé pour le 12 mars. Les deux parties ont déposé leurs conclusions. Mes parents ont tenté une dernière manœuvre désespérée. Une exception de prescription affirmant que le délai était écoulé puisque j'avais eu 18 ans en juin et n'avais déposé plainte qu'en août. Le juge l'a rejeté. Le délai de prescription commençait quand j'ai découvert la faute, pas quand j'ai eu 18 ans. Comme je n'ai découvert l'étendue du vol qu'à mon anniversaire, le compteur a commencé à ce moment-là. Pendant ce temps, ma vie avançait. J'avais utilisé mes propres 10 000 € d'économie plus les 7 850 € restants du contrat pour commencer un BU en génie mécanique. Je vivais à la maison techniquement puisque je n'avais pas encore déménagé, mais j'évitais essentiellement ma famille complètement. J'ai emménagé dans la chambre d'amis d'un ami en janvier. Je payais 400 € de loyer mensuel. Mes parents ont essayé d'utiliser cela contre moi dans le procès, prétendant que j'abandonnais la famille et que j'étais vindicatif. Maître Leroy a fermé cette porte fermement. J'étais majeur. Je pouvais vivre où je voulais, et déménager après qu'ils aient volé mon argent semblait assez raisonnable. J'ai pris un poste à temps plein le soir au magasin de pièces détachées, plus du travail le week-end dans un garage. Entre les deux emplois et les cours à temps plein, je faisais des semaines de 60 heures. Épuisant, mais j'avais besoin d'argent. Et honnêtement, rester occupé m'empêchait de trop penser au fait que je poursuivais toute ma famille immédiate. Ma famille élargie a commencé à choisir son camp. Les parents de maman, mes grands-parents maternels, m'ont appelé en février pour me demander d'abandonner le procès. Ils ont dit que je déchirais la famille et que je faisais une erreur que je regretterais. Ils ont proposé de faire une médiation, d'avoir une réunion de famille, d'arranger quelque chose. J'ai demandé s'ils seraient prêts à contribuer les 107 000 € que mes parents ont volés. Ils ont dit que c'était différent. Que c'était entre moi et mes parents. J'ai dit qu'alors nous n'avions rien à discuter. Ils ont arrêté d'appeler après ça. La sœur de papa, ma tante Janine, était en fait un soutien. Elle n'avait jamais aimé la façon dont mes parents gâtaient mes sœurs et elle avait été proche de grand-père. Quand elle a entendu ce qui s'était passé, elle a appelé pour me dire qu'elle était désolée, que grand-père aurait été furieux et que je faisais la bonne chose. Ton grand-père a mis cet argent de côté pour une raison, a-t-elle dit. Il voulait que vous, les enfants, ayez des opportunités qu'il n'a pas eues. Tes parents ont manqué de respect à ses volontés et t'ont volé. Ne laisse personne te faire sentir coupable de les tenir responsables. Cet appel téléphonique signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Le procès a commencé le 12 mars. 3 jours prévus. Maître Leroy pensait qu'on bouclerait en 2. Procès civil, donc pas de jury, juste la juge Moreau, une femme sévère au début de la soixantaine qui était sur le banc depuis 20 ans et avait la réputation de ne pas tolérer les bêtises. Le premier jour a été consacré aux plaidoiries d'ouverture et au début de la présentation des preuves. Maître Leroy a exposé l'affaire méthodiquement. Il a montré les documents du contrat avec des clauses claires. Il a montré les relevés bancaires avec des retraits massifs. Il a montré la chronologie corrélant les retraits au mariage de mes sœurs. Il a montré les SMS prouvant la connaissance et l'intention. L'avocat de mes parents a essayé d'argumenter que les clauses du contrat étaient ambiguës,
que l'éducation post-baccalauréat pouvait être interprétée largement pour inclure l'éducation de la vie et le soutien familial. La juge Moreau l'a en fait interrompu pour demander s'il soutenait sérieusement qu'un mariage était une éducation post-baccalauréat. Il a fait marche arrière rapidement. J'ai dû témoigner. Maître Leroy m'a préparé intensivement. Répondre directement aux questions. Ne pas devenir émotif. S'en tenir aux faits. Je suis allé à la barre et j'ai raconté la découverte du vol. Mes plans universitaires qui ont déraillé. Comment j'ai dû restructurer complètement ma vie autour de la trahison de mes parents. L'avocat de mes parents a essayé de me faire passer pour vindicatif pendant le contre-interrogatoire. Il a demandé si je faisais cela pour l'argent ou pour punir ma famille. J'ai dit que je le faisais parce qu'il m'avait volé et que je voulais ce qui était légalement à moi. Il a demandé si je comprenais que les familles prenaient parfois des décisions financières difficiles. J'ai dit que voler n'était pas une décision difficile. C'était un délit. Le deuxième jour, c'était au tour de mes parents de témoigner. Papa a essayé de se présenter comme un père qui avait fait des choix difficiles pour soutenir tous ses enfants. Maître Leroy a détruit ce récit en montrant les propres dossiers financiers de papa, les locations de voitures de luxe, l'adhésion au club de golf, les vacances coûteuses. Si l'argent était si serré qu'il devait piller mon capital, pourquoi dépensait-il 1500 € par mois en dépenses discrétionnaires? Papa n'a pas pu répondre à cela. Il a juste bafouillé sur le maintien des apparences professionnelles et le réseautage d'affaires. Le témoignage de maman était pénible à regarder. Elle a pleuré à la barre, a dit qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, qu'elle pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Maître Leroy lui a montré les SMS où Victoire demandait spécifiquement d'utiliser mon argent. Il a demandé à maman pourquoi elle pensait qu'il était préférable pour la famille de voler un enfant pour donner à un autre. Je ne voyais pas ça comme du vol, a dit maman. Je voyais ça comme une redistribution des ressources familiales. Antoine a-t-il consenti à cette redistribution, a demandé Maître Leroy. C'était un mineur. Il n'avait pas besoin de consentir. Les documents du contrat exigeaient-ils son consentement? Silence. Les documents du contrat vous autorisaient-ils à redistribuer les fonds d'éducation pour des frais de mariage? Pas spécifiquement, mais... Oui ou non, madame, le contrat autorisait-il les frais de mariage? Non. Mes sœurs n'ont pas témoigné. Leur avocat leur a conseillé d'exercer leur droit de garder le silence, car tout ce qu'elles diraient pourrait potentiellement être utilisé contre elles dans une affaire pénale si le procureur décidait de poursuivre pour abus de confiance. Malin sur le plan juridique, mais ça avait l'air terrible au tribunal civil. La juge Moreau a demandé directement à leur avocat, « Vos clientes exercent leur droit de garder le silence dans un procès civil concernant des fonds détournés ?» Oui, madame la juge. Elles sont préoccupées par une exposition pénale potentielle. Notez, a-t-elle dit, et l'expression de son visage disait tout ce qu'elle pensait de cette décision. Plaidoirie finale le 3e jour. Maître Leroy a martelé les preuves claires, clauses explicites du contrat, violation documentée, connaissance et intention prouvée, préjudice irréparable à mes perspectives éducatives. L'avocat de mes parents a essayé de faire appel à l'émotion en parlant de famille et de pardon et de comment l'argent ne devrait pas détruire les relations. La juge Moreau a annoncé qu'elle rendrait sa décision par écrit sous 2 semaines. Ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie. J'ai continué à aller en cours, à travailler, à essayer de ne pas vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Maître Leroy m'a appelé un jeudi après-midi. J'étais dans ma voiture entre les cours et le travail. Nous avons gagné, a-t-il dit. Jugement complet. 107 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, 20 000 € pour le préjudice moral, et ils sont condamnés aux dépens, soit environ 15 000 € de frais de justice. Jugement total de 142 000 €. J'ai dû me garer sur le côté. 142 000 €. La juge m'avait accordé tout ce que nous avions demandé. Vos sœurs sont solidairement responsables de 75 000 € du jugement, a continué Maître Leroy. Le montant qui leur a directement profité par les frais de mariage et les apports. Vos parents sont responsables du reste plus tous les dommages et intérêts et les frais. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'ils doivent payer sous 60 jours où nous pouvons commencer les procédures d'exécution forcée. Saisie sur salaire, hypothèque judiciaire sur la maison, saisie des biens. Ils devront probablement vendre la maison. Vos sœurs devront liquider des actifs. Ça va faire mal. Bien. C'est exactement ce que je voulais.
Le jugement a frappé ma famille comme une bombe nucléaire financière. Mes parents ont immédiatement déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La commission allait prendre le contrôle de leurs actifs, imposer un plan de redressement, vendre ce qui devait être vendu et distribuer le produit aux créanciers. J'étais premier dans la file en tant que créancier judiciaire. La maison a été mise en vente en un mois. Ils devaient vendre vite pour payer le jugement. Ils l'avaient acheté pour 250 000 € il y a 15 ans. Ils devaient encore 120 000 € sur le crédit. Vendu pour 310 000 € dans un marché porteur. Après les frais d'agence et le remboursement du crédit, ils ont dégagé environ 170 000 €. De là, j'ai reçu ma part du jugement, ce qui signifiait qu'il leur restait très peu après avoir tout payé. Ils ont dû contracter un crédit à la consommation pour le solde restant plus les frais de déménagement. Ils ont emménagé dans un appartement de location, un 3 pièces d'environ 70 mètres carrés, dans un quartier nettement moins bon de la banlieue. La voiture de luxe de papa a été reprise quand il n'a pas pu faire les paiements de la LOA. Le SUV de maman est retourné chez le concessionnaire. Il conduisait une vieille Peugeot 206 qui était plus âgée que moi. Mes sœurs ont contesté le jugement initialement. Victoire a déposé une motion prétendant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer, que cela causerait des difficultés excessives. La juge n'a pas été compatissante, soulignant que Victoire avait un emploi, un appartement qui pouvait être vendu, des actifs qui pouvaient être liquidés. Le jugement a été maintenu. Amélie a essayé de prétendre qu'elle ne savait pas que l'argent venait spécifiquement de mon contrat, et donc ne devrait pas être responsable. Maître Leroy a produit les SMS à nouveau. On peut utiliser une partie de l'argent d'Antoine? Horodaté est clair. Cet argument est mort rapidement. Elles ont toutes les deux fini par vendre leurs appartements. Celui de Victoire s'est vendu pour un petit bénéfice. Amélie est rentrée dans ses frais. Elles ont emménagé ensemble dans un appartement de location, quelque chose que j'ai appris par tante Janine. Apparemment, elles se disputaient constamment, se blâmant mutuellement pour la situation du procès. Le mariage de Victoire s'effondrait. Son mari Jacques n'avait jamais été particulièrement riche lui-même. Il travaillait dans la vente, gagnait bien sa vie, mais rien de spectaculaire. Quand Victoire a admis qu'il devrait vendre l'appartement, et qu'elle était responsable de près de 40 000 € dans le jugement, il a apparemment perdu la tête. Ils avaient prévu de fonder une famille, d'acheter une maison plus grande. Maintenant, ils envisageaient des années de remboursement de dettes. Jacques a demandé le divorce 4 mois après le jugement, affirmant que Victoire avait déformé sa situation financière avant le mariage et il se sentait trahi. Ironique, vraiment. Les fiançailles d'Amélie se sont effondrées encore plus vite. Son fiancé Benoît avait prévu ce mariage élaboré. Semblait être une tendance dans ma famille. Quand il a découvert qu'Amélie avait près de 40 000 € de dettes suite à un procès concernant ses frais de mariage précédents, il a annulé les fiançailles entièrement. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un avec ce genre de bagages financiers et juridiques. Mes parents ont essayé de me contacter une fois que tout a été finalisé. Papa m'a envoyé un email. Ils avaient mon adresse email à partir des vieilles listes de distribution familiale. Un long message sur la façon dont j'avais détruit la famille. Comment ils espéraient que j'étais content de moi. Comment j'avais choisi l'argent plutôt que les relations. J'ai répondu par une seule phrase, vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation quand vous avez volé mon capital. J'ai juste choisi de le récupérer. J'ai bloqué leurs emails après ça. Tante Janine m'a invité pour Noël cette année-là. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas venir, mais que ses enfants aimeraient me voir. J'y suis allé, j'ai passé les vacances avec la famille de ma tante. Ses 2 enfants, qui étaient plus jeunes que moi-même, me traitaient comme le cousin aîné cool. Des trucs de famille normaux, un bon repas, personne ne volant l'argent de qui que ce soit. J'ai appris plus tard que mes parents avaient passé Noël seuls dans leur appartement. Mes sœurs étaient allées dans leurs belles familles respectives, aucune ne voulant faire face à l'amertume de maman et papa. J'ai terminé mon but, j'ai obtenu un emploi de technicien supérieur dans une entreprise industrielle, j'ai commencé à prendre des cours du soir pour mon diplôme d'ingénieur, payant au fur et à mesure sans dette. Le jugement de 142 000 € était en grande partie payé à ce moment-là grâce à la vente de la maison et à la liquidation des actifs. J'ai utilisé une partie de l'argent pour prendre réellement des vacances, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait en grandissant parce que nous économisions de l'argent pour des choses importantes. Je suis allé dans les Alpes, j'ai passé une semaine à faire de la randonnée, j'ai rencontré des gens, vu des montagnes, et j'ai eu le mal des montagnes à 3000 mètres.
De bons moments. Aux dernières nouvelles, papa travaillait 2 emplois pour rembourser le crédit à la consommation et reconstruire sa situation financière. Maman s'est fait virer de l'agence immobilière. Apparemment, c'est dur de vendre des maisons de luxe quand tout le monde sait que vous faites face à un surendettement et des procès familiaux. Elle travaillait dans la vente au détail à temps partiel. Victoire s'est remariée avec un gars qu'elle a rencontré en ligne. A déménagé à Bordeaux. Nous ne sommes pas en contact. Amélie a fini par retourner vivre chez mes parents temporairement, puis a trouvé une colocation qui fonctionnait. Pas en contact non plus. Tante Janine me donne des nouvelles occasionnellement quand je demande. Ta mère a appelé en pleurant le mois dernier. Vers Pâques. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils avait détruit leur vie pour de l'argent. Pour de l'argent, ai-je répété. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est comme ça qu'elle doit le voir. Tante Janine a dit, l'alternative est d'admettre qu'elle a volé l'avenir de son enfant pour des photos Instagram et des toasts au champagne. C'est trop dur à affronter. Elle avait raison. Mes parents ne pouvaient pas admettre ce qu'ils avaient vraiment fait. Choisi l'apparence de succès de leur fille plutôt que l'avenir réel de leur fils. Voler leur plus jeune enfant pour financer les fantasmes de style de vie de leurs aînés. Violer les volontés explicites de leur père concernant l'éducation parce que les mariages semblaient plus importants. Alors ils se sont dit que j'avais détruit la famille pour de l'argent, que j'étais vindicatif et froid et que je choisissais les euros plutôt que les relations. Tout ce qui les aidait à dormir la nuit. Pendant ce temps, je construis la vie qu'ils m'ont volée. J'ai un bon travail. Je travaille pour mon diplôme. Pas de dette. De vraies économies à la banque. J'apprends à faire confiance aux gens à nouveau, lentement. Je me suis fait des amis au travail. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré dans un club de randonnée. Des trucs de vie normaux. L'argent de grand-père était censé me donner une longueur d'avance. Au lieu de cela, mes parents l'ont transformé en un détour d'une décennie, mais j'y suis arrivé quand même. Ça a juste pris un peu plus de temps et nécessité un procès pour y arriver. Parfois, les gens demandent si je regrette d'avoir poursuivi ma famille, si l'argent valait la perte de mes parents et de mes sœurs. Ils posent la mauvaise question. Je n'ai pas perdu ma famille en les poursuivant. J'ai perdu ma famille quand ils m'ont volé, en ont ri dans des SMS et s'attendaient à ce que je sourie et dise que c'était bon. Le procès a juste rendu ça officiel. Mon grand-père avait mis cet argent de côté parce qu'il comprenait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. L'éducation est le seul investissement qu'on ne peut pas vous enlever une fois que vous l'avez. Compétences, connaissances, diplômes, ceux-ci vous appartiennent en permanence. Mes parents ont essayé de me voler cet avenir. Ils ont échoué. Bien sûr, cela leur a coûté leur maison, leur réputation et leur relation avec leur plus jeune enfant, mais ce n'était pas mon choix. C'était la conséquence de leur choix de voler. J'ai juste fait en sorte que ces conséquences se produisent réellement au lieu d'être balayées sous le tapis comme tout le reste dans ma famille. Certains ponts sont faits pour être brûlés, surtout quand les gens de l'autre côté les ont déjà arrosés d'essence et cherchaient des allumettes. Elles ont eu leur mariage de conte de fées. J'ai récupéré mon argent pour les études, et la satisfaction de voir leur conte de fées se transformer en cauchemar juridique. Échange équitable, si vous me demandez.